Le Porte-Rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 1. L'odeur du fer. C'était une nuit sans étoiles. Une pluie glaçante tombait sur le village, tandis que des bourrasques de vent gelé s'engouffraient dans ses rues. Le hameau était isolé de tout. La région qui l'entourait était constituée de landes rocailleuses et de bosquets solitaires. Une route unique et boueuse scindait le bourg en deux. Il était près de minuit lorsque l'étranger arriva. Vêtu d'une cape noire ruisselante, un capuchon dissimulait son visage. Sa monture, un immense cheval noir pangaré, piétinait dans la boue alors que ses renaclements lâchaient d'épais nuages de vapeur dans l'atmosphère nocturne. En entrant dans le village, le voyageur passa devant un étendard or et violet planté là. Le cheval avançait sur l'allée principale, où des bivouacs de fortune étaient installés sous la pluie. Des draperies couvraient des feux de camp, autour desquels de pauvres gens en guenilles étaient recroquevillés. Les vestiges de maisons dévorées par les flammes parsemaient encore le hameau. Devant chacune d'entre elles, des corps sans vie pendaient, des édits cloués sur le torse. Le cavalier avançait sans détourner le regard. Un instant, il s'arrêta pour laisser traverser un vieux chien boiteux, décharné et infesté par les puces. Il fit finalement halte devant une auberge. La taverne n'était plus toute jeune. Les briques qui composaient ses murs semblaient pouvoir se dérober à tout instant et des plantes grimpantes avaient envahi une bonne partie de la façade. Le bois qui servait d'armature au toit semblait pourri et le carreau d'une fenêtre était brisé. L'étranger passa le portillon qui donnait sur une petite cour de terre battue devant la taverne. Une caravane était stationnée sur la droite, tandis que de l'autre côté, une vieille jument se désaltérait dans un abreuvoir sous un parvis au toit de chaume. Le vagabond y attacha sa monture, puis entra dans l'auberge. À l'intérieur, une petite dizaine de personnes étaient installées. Des femmes, des enfants et quelques vieillards. L'établissement était poussiéreux. Un comptoir en chêne traversait un côté de la pièce où travaillait une femme grisonnante. Derrière elle, les étagères étaient presque vides. On n'y voyait plus que quelques bouteilles, des tonnelets et quelques tranches de viande séchée. Le voyageur parcourut la salle sans prêter attention au regard tourné vers lui et arriva au comptoir. « Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers ?» Le vagabond ne répondit pas. Il sortit la main de sa poche et posa une pièce d'argent sur le comptoir. La femme le regarda un bref instant, puis attrapa une chope. Peu après, l'étranger alla s'asseoir avec sa pinte dans un coin de la salle. Au même moment, une jeune femme ouvrait les yeux. Maria quitta son lit et alluma une lanterne. Elle avançait courbée dans ce petit espace qui lui servait de maison. Elle s'installa à sa table et à l'aide d'une serviette et d'un coupole d'eau parfumée, fit sa toilette. Elle brossa consciencieusement sa chevelure dorée, tout en mâchant une graine de cardamome. La jeune femme avait les épaules larges, la taille fine et le ventre rebondi. À la lueur diaphane de la lanterne, ses yeux brillaient comme deux tourmalines. Une fois propre, elle passa une robe rouge de seconde main, attrapa un sac en toile posé dans un coin et sortit de la caravane. Elle se retrouva dans la cour devant l'auberge et donna à manger à sa jument les quelques fruits trop mûrs qui se trouvaient dans le sac. Maria la caressa quelques minutes tout en lui parlant, puis se rendit à la taverne. En entrant, elle salua les clients. Les vieillards la reluquaient sans vergogne et se laissaient aller à des commentaires grivois à son passage. Maria leur répondait par un sourire et repoussait les mains aventureuses en feignant de petits rires amusés. Elle arriva au comptoir. « Bonsoir, Jeanne, comment vas-tu » demanda-t-elle. « Bonsoir, Maria » lui répondit l'aubergiste. « On fait ce qu'on peut, toujours en vie en tout cas. » Elle tentait de rire de sa condition, mais sa voix était marquée par un profond chagrin. « T'inquiète pas. Hugues est un dur à cuire. Je suis sûr qu'il te reviendra très bientôt. » Maria ressentit alors une étrange sensation en elle. Une étincelle de désir grandissante qui se changerait vite en un véritable brasier. Elle se retourna et aperçut l'étranger dans le coin de la pièce. Il fumait sa pipe, libérant des volutes de fumée bleuâtre autour de lui. Maria le fixait. Quelque chose en lui l'attirait irrésistiblement, bien qu'elle ne voyait pas ce qui se cachait sous sa capuche.
Une odeur enivrante s'empara d'elle, et son excitation monta en flèche. L'homme but une rasade et reposa sa chope vide devant lui. Malgré les ombres qui le dissimulaient, elle sentit son regard peser sur elle, accentuant ses pulsions. Elle fourra la main dans sa poche et en sortit quelques pièces de cuivre qu'elle posa sur le comptoir. « Jeanne, du vin s'il te plaît. » La tavernière déboucha une bouteille et lui tendit avec un verre. « J'en voudrais un deuxième. » L'aubergiste regarda Maria avec surprise, puis s'exécuta. La jeune femme prit le tout et se dirigea vers le vagabond. Une fois arrivée à sa table, elle lui demanda « Je peux m'asseoir ?» L'étranger hocha de la tête. Maria posa le vin et les verres sur la table et prit place. « Je m'appelle Maria. Et toi ?» Le voyageur garda le silence. « Tu es du genre timide ? Avec moi, ce n'est pas nécessaire, tu sais. Je crois que j'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. » Elle sentit tous ses sens en ébullition. Quelque chose grondait en elle, une envie irrépressible. La jeune femme passa la main sous la table et la posa sur la cuisse de l'étranger. « J'ai une caravane, là dehors dans la cour. On pourrait prendre le vin et s'y installer confortablement. Qu'est-ce que t'en dis ?» Le vagabond posa sa main sur celle de la jeune fille et de nouveau hocha la tête. Cette dernière sourit et cette fois-ci, son sourire était honnête. Elle garda la main de l'étranger dans la sienne et prit la bouteille laissant les verres sur la table. Sous les regards déconcertés de la salle, ils sortirent de l'auberge et se retrouvèrent rapidement dans la caravane. À l'intérieur, il n'y avait qu'un lit, quelques étagères suspendues, une chaise et une petite table clouée au sol. Le voyageur s'installa sur la chaise tandis que Maria le dévorait des yeux. Il prit la bouteille et en avala la moitié d'une traite, ce qui fit rire son hôte. « Tu as vraiment besoin de te détendre, on dirait. » Le vagabond mit la main dans sa bourse et posa une petite pile de pièces sur la table. « Ah non, non, pour toi c'est gratuit. » Elle se leva, prit la bouteille des mains du voyageur, souleva sa robe jusqu'aux cuisses et s'installa sur ses genoux face à lui. Doucement, elle ôta la capuche qui gardait le visage de l'étranger dans l'ombre et plongea son regard d'ébène dans le sien. Il avait des yeux d'acier, qui luisaient comme une lame argentée devant les lueurs de la lanterne. Une épaisse chevelure noire descendait sur ses épaules et de longues mèches lui tombaient devant les yeux. Il sentait l'humidité, la terre et la ferraille. Il avait le nez long, légèrement tordu, mais ce qui frappait lorsqu'on le voyait, c'étaient ses cicatrices. L'une d'entre elles, la plus longue, partait de l'extrémité de l'arcade et descendait jusqu'en dessous de la joue. L'autre, de loin la plus repoussante, commençait juste sous la narine et se terminait sur le côté du menton, coupant ses lèvres en deux. La blessure avait visiblement mal cicatrisé. La plaie ne s'était jamais totalement refermée et laissait un jour à travers lequel on voyait une petite partie de sa mâchoire. Maria le regardait sans sourciller. L'étranger, quant à lui, l'observait dans ses moindres détails. Il contemplait ses formes, sa chevelure impeccable, l'odeur du parfum et de la cardamome, sa poitrine à travers la tunique. Sans sourire, il avait l'air conquis. Il passa sa main à travers la tignasse dorée, redescendit en lui caressant le dos, puis souleva davantage sa robe. Elle ne portait rien de plus. Maria gardait son sourire et déboucla la ceinture du voyageur. Alors que les mains de l'étranger glissaient sous les tissus pourpres, elle se pencha en avant et l'embrassa. Elle avait les lèvres froides et lui, brûlante. Il laissa tomber sa cape sur le sol et ôta sa chemise tandis que Maria faisait glisser sa robe de ses épaules et découvrait ses seins nus. Elle caressa le torse de l'étranger. Il était marqué par de nombreuses cicatrices, dont certaines avaient dû être infligées par une lame, tandis que d'autres étaient des stigmates laissés par des flammes dévorantes. Dans son dos, des symboles mystiques étaient gravés dans sa chair, le long de sa colonne vertébrale. Une plaie, juste à côté du nombril, n'était pas encore cicatrisée. Les staphylades étaient suturées, mais du sang à peine séché restait sur le pourtour de la blessure. Soudain, le voyageur quitta sa chaise, soulevant Maria par les cuisses et l'allongea sur sa couche. Tandis qu'il l'observait, des pensées étranges semblaient passer dans son regard, comme un tourbillon d'émotions contraires et chaotiques. Dans la minute qui suivit, leurs vêtements jonchèrent le sol et leurs corps s'entremêlèrent. Ils s'offrirent l'un à l'autre sans aucune pudeur, sans aucun doute et sans aucune parole. Ils étaient tous les deux l'un contre l'autre,
à demi couchés, leur cœur battant la chamade au rythme de leur corps qui s'entrechoquaient. Le voyageur embrassait la poitrine de Maria et remontait petit à petit le long de son torse. Il arriva au niveau de son cou et, en un instant, ouvrit la bouche en grand et planta sa mâchoire dans la glotte de la jeune femme. À son contact, une fumée noire et nauséabonde s'extirpa de la blessure ruisselante. Maria ne pouvait hurler, alors qu'un bruit sourd s'échappait de sa bouche. L'homme continua d'enfoncer ses dents et de creuser la plaie. Il y mettait toute sa force, mais la peau et la chair de la jeune femme semblaient lui résister. Alors qu'un sang froid, presque gelé, inondait la bouche de l'étranger, les ongles de Maria s'allongèrent et devinrent des griffes. Son visage gracieux se déforma et prit des allures monstrueuses. Ses pupilles se dilataient encore et encore, si bien que ses yeux devinrent des miroirs d'un noir abyssal. Sa mâchoire doubla de taille, allongeant son menton, et ses dents se changèrent en de véritables crocs. Elle commença à se débattre, à porter de grands coups de griffes dans le dos de son agresseur, lui arrachant des lambeaux écarlates qui vinrent souiller les draps déjà mouillés par les sueurs charnelles. Elle paniquait. L'homme qui la tenait entre ses dents serrait davantage à chaque attaque, alors que la fumée noire envahissait la pièce. Il se servait de son cou comme on se sert d'un bâton entre les dents lorsque l'on doit affronter la douleur. Le supplice dura plusieurs minutes, et finalement, Maria finit par abandonner. Ses forces la quittèrent, ses attaques devinrent moins violentes, moins rapides. Sa vue s'obscurcit. Alors qu'elle sentait son dernier souffle arriver, quelques larmes perlèrent au coin de ses yeux de ténèbres. Enfin, le voyageur réussit à totalement refermer la mâchoire sur le cou de Maria. Celle-ci, inerte, bascula avec lui sur le lit. En quelques instants, les griffes redevinrent des ongles, les crocs, des dents. Ses yeux noirs se rétractèrent. La jeune femme reprit son apparence innocente, le visage frappé par l'effroi. Quelque chose de lourd glissa de la bouche du vagabond, avant de venir s'écraser dans un bruit sourd sur le sol pourpre. Ils étaient tous deux nus dans le sang, la sueur et les larmes. Le voyageur reprenait connaissance. Il ouvrit les yeux pour observer tout autour de lui, mais rien. Partout, les ténèbres s'étendaient. L'air sentait la terre mouillée et l'urine, et un froid humide gelait les plaies de son dos lacéré. Il tenta bien de bouger, mais ses mains étaient entravées par des chaînes cliquetantes suspendues au plafond. Il resta donc là, nu, à patienter. Il ne savait ni où il était, ni si quelqu'un allait venir. Il ferma les yeux et se concentra. En tendant l'oreille, il arrivait à entendre des respirations saccadées, souffreteuses, qui provenaient d'une autre salle non loin de sa geôle. Au-dessus de lui, il sentait des vibrations dans le plafond. Des gens marchaient. Une toux grasse lui venait également du fond du couloir, à l'extérieur de la cellule. Puis, des odeurs nauséabondes apparurent. Celles de l'urine et de la terre mouillée se firent plus fortes, et furent bientôt accompagnées par celles de déjection, de sang, et par le parfum caractéristique de la fourrure mouillée de quelques rats. Les minutes passèrent, encore et encore, jusqu'à devenir des heures. Enfin, un bruit extirpa le prisonnier de sa torpeur glacée. Au loin, il entendit le bruit régulier des bottes frappant le pavé. 2 ou 3 hommes approchaient. Une faible lueur apparut alors, et avec elle se firent entendre les tintements d'un trousseau de clés et les clinquements des cottes de mailles. La lueur s'intensifiant, elle commença à dessiner les contours d'une porte à lucarne, barrée de fer à 2 mètres du prisonnier. Finalement, un visage rond apparut de l'autre côté des barreaux. Le geôlier devait avoir une quarantaine d'hivers. Calvicié, une barbe peu entretenue, il avait le regard noir. « Hé, t'es réveillé, salopard » beugla-t-il à travers les barreaux. Derrière lui, 2 hommes casqués se contorsionnaient pour regarder à l'intérieur de la cellule. Le vagabond sentait sur eux l'odeur âcre de la sueur et des effluves d'alcool de genévrier. « Réponds quand on te cause !» lança l'un des hommes à l'arrière. Le vagabond releva légèrement la tête, sa tignasse lui tombant sur les yeux, et plongea son regard d'acier dans celui de ses geôliers. « J'aime pas sa gueule !» rajouta le dernier homme. « On devrait le crever tout de suite. Vite fait, bien fait. Si seulement... Allez, au boulot les gars !» Une clé tourna dans sa serrure, et les 3 gaillards entrèrent dans la pièce. Le maton était accompagné par 2 hommes d'armes. Ils portaient des matraques, étaient vêtus de cottes de mailles et portaient chacun une cervelière.
L'un d'entre eux passa derrière l'étranger et le bâillonna. Ensuite, l'autre détacha les chaînes du plafond. Le vagabond tomba à genoux, les bras ballants, toujours entravé par les menottes. Le geôlier lui jeta au visage des guenilles puantes, infestées de parasites. « Enfile ça !» Une fois habillé, le vagabond quitta la cellule avec son escorte. Ils traversèrent un étroit corridor flanqué des mêmes portes à lucarnes, puis empruntèrent un escalier en colimaçon aux marches grossièrement taillées. Une fois à l'étage, ils passèrent une lourde porte de bois massif et débouchèrent dans un couloir. Le groupe passa devant une salle de garde déserte et sortit du bâtiment. Ils étaient dans la cour d'enceinte d'un petit fortin de bois, sans doute la seule fortification du bourg. Le geôlier referma la porte derrière eux. Une douzaine de tentes, or et violettes, étaient installées dans la cour. Des soldats vêtus de couleurs similaires s'activaient ici et là. Certains s'exerçaient à l'épée, d'autres prenaient leur repas ou nettoyaient leurs tentes, tandis qu'ils échangeaient des paroles dans une langue étrange. Le prisonnier et son escorte traversèrent la cour sous le regard mauvais des guerriers, et grimpèrent un escalier jusqu'à un baraquement juché sur une butte à l'extrémité du fortin. Là, l'un des hommes frappa à la porte. « Caporal, c'est Egbert et Tristan. On a votre gars, le cannibale. Faites-le entrer, » dit une voix à l'intérieur. Les deux gardes firent entrer le vagabond dans le baraquement. La pièce était grande. Des étagères pleines de parchemins et de documents couraient le long des murs. De grandes malles étaient posées les unes sur les autres dans un coin et un long secrétaire trônait au centre de la pièce. Un homme était installé derrière son bureau. Il portait une cuirasse par-dessus un gambison usé et des écussons or et violet étaient accrochés sur ses épaulières. Il avait le crâne et les joues rasés à blanc et d'épais sourcils roux faisaient ressortir ses yeux bleus. On poussa le prisonnier jusqu'au centre de la pièce, où il put s'asseoir sur une chaise en face de l'officier. « Retire-lui sans bâillon », dit-il avec un fort accent étranger. « Messire, vous êtes bien sûr? Ce type a bouffé Maria. Fais ce que je te dis, Bougredane, et foutez-moi le camp tous les deux. » Les deux hommes s'exécutèrent. Rapidement, il n'y eut plus que le haut gradé et son prisonnier dans la salle. Le rouquin observait son hôte dans les moindres détails, comme s'il cherchait quelque chose sur lui. Le voyageur, quant à lui, regardait le caporal d'un œil mauvais. L'officier prit une grande inspiration, puis souffla par le nez tout aussi longuement. Les bras croisés, il s'enfonça dans son fauteuil. « Je m'appelle Alredo de Manlart, caporal dans la Légion Sénille. Je suis également nouveau grand prévôt du bourg de Mühlberg. L'ancien a offert une résistance digne devant nos soldats et se balance désormais au bout d'une corde. Je suis donc responsable des bonnes gens de Mühlberg désormais, et il m'appartient de préserver l'ordre et la sécurité chez les nouveaux sujets de son Altesse impériale. » Le caporal marqua une pause, observant son interlocuteur qui ne bronchait pas. « Et vous, vous êtes ?» Le vagabond gardait les lèvres closes. « Vous ne voulez rien me dire ? Soit. Je sais déjà quelque chose vous concernant. » Le voyageur plissa légèrement les yeux, un bref instant, mais qui suffit à l'officier pour comprendre qu'il avait enfin piqué la curiosité de son détenu. Alredo esquissa un petit sourire du coin des lèvres avant de quitter son fauteuil. Il alla chercher l'une des malles et vint la poser non sans effort sur son secrétaire. Le caporal ouvrit le mystérieux coffre et commença à déballer son contenu sous les yeux de son prisonnier. J'ai déjà été surpris lorsque mes hommes m'ont rapporté qu'un fou s'était attaqué à une dame de plaisir, car je n'ai jamais été confronté jusqu'alors à un cannibale, même dans une contrée aussi sauvage que celle-ci. Alredo sortit un sac du coffre qu'il vida sur le bureau. Du papier, un encrier, une plume, une pierre aiguisée, quelques vivres, un marteau, un médaillon à clapet, une bague, des réserves de balles et de poudre, un briquet, de la mèche, un fourquin pliable, un grappin et quelques babioles se répandirent sur la table. L'officier observait les réactions du voyageur, qui ne quittait pas ses affaires des yeux. Mais ce qui m'a surpris encore davantage, c'est de voir un homme s'aventurer avec un tel arsenal aussi près de la ligne de front, continua-t-il. Le rouquin sortit alors de la malle une arquebuse à rouet qu'il posa délicatement. L'arme faisait un peu plus d'1 mètre. Elle était constituée de bois traité et d'acier, et son canon était fin et recouvert de runes étranges. Le chien était stylisé, et la gueule du fusil représentait une tête de dragon finement ouvragée. Mais là où l'arme était insolite, c'est qu'elle comportait une lame incurvée, comme celle d'une hache, juste sous l'extrémité du canon de l'arquebuse. La lame semblait extrêmement tranchante, comme un rasoir. Le caporal reprit. « C'est la première fois que je vois une arme pareille.
Desmond-Lart commença à prendre un par un les objets qui inondaient le bureau, même les plus insignifiants. Il les observait avec minutie tout en feignant de ne pas s'intéresser aux réactions de son hôte. Enfin, il prit la bague entre ses doigts. « Joli bijou, dit-il. Un anneau d'argent serti d'une tourmaline. Peu commun. Cela me rappelle une vieille histoire. Je n'étais encore qu'un jouvenceau à cette époque. J'habitais une petite ville sur la frontière ouest de l'Empire. Un hiver, des disparitions étranges ont commencé. Puis des corps sans vie furent repêchés dans la rivière. Les gardes, les enquêteurs, les porte-flammes, tous tentèrent d'élucider ce mystère et de découvrir qui était responsable de toutes ces atrocités. Un jour, un homme arriva en ville. Un homme un peu comme vous, l'allure sinistre, le regard froid. Le prêtre de notre église avait fait appel à lui pour nous aider. Il était passé de maison en maison afin de récupérer de quoi payer l'étranger. Lorsque la somme fut rassemblée, le prêtre nous promit que les meurtres cesseraient rapidement. En effet, le mercenaire revint 1 ou 2 jours plus tard avec la tête d'une créature hideuse. Il expliqua ensuite qu'une aberration avait élu domicile au fond de l'un des puits principaux du village. « Un étrangleur », chuchota le prisonnier. « Ah, tu es donc doué de parole !»« Je commençais à désespérer », s'exclama Alredo avec enthousiasme. « Je ne me souviens pas du nom de la créature, juste de son ignoble visage. Après avoir récupéré son dû, l'étranger est remonté sur son cheval, puis nous a quittés. J'étais haut comme 3 pommes à l'époque. Je me souviens de sa main alors qu'il passait devant moi. Il portait la même bague, un anneau d'argent serti d'une tourmaline. Plus tard, j'ai appris par mon père que cet homme n'était pas seul et que cette bague était le symbole de cette organisation. De notre ordre, lâcha l'étranger. Il avait une voix rocailleuse, grave et noire comme les ombres d'une profonde caverne. « Pardon, de votre ordre, » reprit le caporal. « Peu importe. L'ordre n'existe plus. Mais je continue mon activité en indépendant. Je suppose qu'une vie passée sur les routes à chasser un tel gibier n'a pas dû être de tout repos. Pourquoi ne suis-je pas encore mort, Latrien? Que veux-tu de moi ?» le coupa l'étranger. « Eh bien, tu ne parles pas pendant tout un moment, mais voilà que maintenant que tu daignes ouvrir la bouche, c'est pour écourter la conversation. En voilà des manières. Tu m'accuses de cannibalisme. La peine encourue est un passage sur le bio. Je suis encore en vie et je n'ai pas l'impression que les procès le vent en poupe par les temps qui courent. Alors dis-moi ce que tu souhaites, et finissons-en. » « Intéressant, » remarqua Alredo. « Que dirais-tu si je te donnais l'occasion de défendre ton acte ?»« Que votre accusation est fausse, » lâcha le vagabond tandis qu'Alredo étouffait un ricanement. « Et je peux vous prouver sur le champ que je ne suis ni un cannibale, ni un assassin. »« Ah oui, et par quel miracle ?» demanda le caporal. « Les villageois t'ont retrouvé hier matin dans la caravane de la pauvre Maria, maculée de sang, littéralement de la tête aux pieds et nue comme un verre. Tu avais encore des filets de chair au bord des lèvres, et la pauvre fille était raide morte, la gorge arrachée. De ma vie, je ne crois pas avoir entendu d'histoire aussi sordide. Je serais un cannibale si ce que j'avais mangé était humain, et je serais un assassin si ce que j'avais tué l'était également. Ce n'était pas le cas. Ah ? Et qu'était-ce alors ? Les gens du coin connaissent Maria depuis des années. Selon eux, elle passait sa vie dans sa roulotte, sur les chemins passant de ville en hameau pour y proposer ses services. Toujours souriante, toujours douce et propre, m'a-t-on rapporté. C'était une succube, une sous-espèce de vampire, affirma l'homme d'un ton ferme. Je la traque depuis plusieurs semaines. Votre Maria passe de ville en hameau depuis des années, vous dites. Des disparitions correspondent étrangement au rythme de ses allées et venues. Avant de se présenter comme Maria, votre succube se faisait appeler Carola dans le comté de Royotte, à 150 km au nord d'ici. Lorsque la dernière guerre a éclaté et que les Mazégrois ont conquis le territoire il y a une dizaine d'années, elle a migré vers le sud pour arriver dans la région. Maintenant que nos 2 nations sont de nouveau à couteau tiré et que vous avez pris la majeure partie de la province, elle s'apprêtait de nouveau à quitter la contrée pour migrer vers un endroit où le gibier serait plus prolifique. Heureusement pour vous, un réfugié royotain a croisé sa route il y a un peu plus d'1 mois. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle n'avait pas pris une ride après 10 années et qu'elle avait changé de nom, il est allé prévenir le nouveau seigneur local, installé depuis peu par la grâce de vos supérieurs. Peu après, on fit appel à mes services, et je partais sur ses traces. Jolie histoire, mais vos mots ne font pas office de preuve, rétorqua Alredo. Non, c'est vrai. Gardez donc cette bague pour le moment, caporal, et posez-la sur le corps de votre sainte Catin pour en avoir le cœur net.
En attendant, vous devez avoir mon gambison quelque part dans votre malle, non? Oui, en effet, répondit l'officier, de moins en moins sûr de lui alors qu'il sortait la pièce d'armure. Regardez, il y a une double poche cachée. Dans la doublure intérieure droite, caporal. Alredo farfouilla dans la tunique de cuir rembourré et finit par trouver une poche habilement dissimulée dans les plis de la doublure. Il en extirpa une enveloppe contenant un bout de parchemin. Déboussolé, il déplia la lettre et la lut à demi-voix. Par ordre du seigneur Pavatrio Deloglion, le détenteur de la présente lettre, mission officielle, récompense de 20 lions d'or. Alredo termina de lire en silence, puis posa la missive sur son bureau, les yeux dans le vague. « Qu'est-ce que cela signifie ?» finit-il par lâcher. « Ça signifie que vous me devez 20 lions d'or, caporal. »